Bonjour à tous et bienvenue sur Wrestling. On se retrouve aujourd'hui pour parler des joueurs de Liverpool. J'ai décidé de faire un bilan un peu des joueurs jusqu'à maintenant, jusqu'à la trêve internationale, pour qu'on ait un peu aussi à se mettre sous la dent, qu'on puisse avoir matière à discuter. C'est quand même important parce que durant cette trêve, on se fait un peu chier, on va pas se mentir. Donc on va parler un petit peu des joueurs, voir qui sort du lot, voir qui n'est pas au niveau. On va en parler tout de suite dans cette vidéo, mais avant ça, générique. On va passer directement au vif du sujet. Avant de commencer de parler des joueurs que je vais parler tout simplement, j'ai envie quand même d'exclure certains joueurs qui n'ont pas assez joué pour que je puisse émettre des critiques. Donc Chiesa, pour moi, qui a pas assez joué, Joe Gomez, Morton, Yoni, ce sont des joueurs dont je vais pas parler dans cette vidéo parce qu'il y a encore rien à dire vu qu'on a vraiment rien vu de leur part pour le moment. Donc on va commencer directement avec Alisson et Keller. Donc beaucoup de gens, c'est ce qui est étonnant, ont plus peur de notre gardien remplaçant que Alisson à certains moments. Ce que je peux comprendre, c'est que Keller, il a un peu ce côté tête brûlée que Alisson a, mais je trouve que Keller, il a encore plus ce côté insouciant parce que c'est un jeune gardien et que Alisson, des fois, il réfléchit trop pour rien et que il se fait rattraper par ses propres réflexions des fois. En général, si je dois parler des deux joueurs, voilà, c'est des gardiens. Keller, il a pas tellement joué, mais on va quand même mettre une petite note sur les deux. Donc pour ce qu'il a montré Alisson depuis le début de saison sur les 7 premiers matchs, pour moi, c'était quand même assez positif, malgré quelques bavures, je trouve, sur certains matchs où ça aurait pu nous coûter des buts. Heureusement que ça nous a pas coûté des buts parce que sinon, je pense qu'on n'a pas le même discours aujourd'hui. Donc Alisson, je vais quand même lui mettre un 6-5 parce qu'il a quand même été assez bon dans sa globalité. Il y a quand même des points noirs sur certains matchs où il n'y a pas de conséquences pour le moment, mais ça peut vite tourner au vinaigre, surtout que le match contre Nottingham, faut pas oublier qu'on prend, je crois, 3 frappes et une d'entre elles est cadrée, Alisson ne la sort pas. C'était une belle frappe d'Hudson-Odoi, on va pas se mentir, mais Alisson était quand même un peu endormi, il a commencé à sauter quand la balle était dans le but, donc quand même un petit bémol pour lui. Un 6-5 pour Alisson. On va parler directement de Keller qui va donc jouer ses prochains matchs à la place d'Alisson vu qu'Alisson est blessé jusqu'en tout cas la prochaine trêve, donc jusqu'à novembre. Keller, pour moi, c'est un gardien qui est, comme je disais avant, tête brûlée, insouciant, qui est capable de faire des arrêts. Tu te dis mais comment c'est possible? J'ai le souvenir d'un arrêt en Carabao Cup contre Chelsea où il a fait vivre un calvaire à Chelsea. Littéralement, il y avait aucun ballon qui rentrait. Keller était sur tous les ballons. Il a quand même ce côté réflexe que je trouve beaucoup plus abouti que sur Alisson. Je trouve qu'Alisson manque de réflexe. Keller les a plus. Après, la différence, c'est que Keller est peut-être un peu moins rassurant sur certains aspects, notamment quand il faut parler. J'ai aussi des souvenirs la saison passée avec des buts un peu gags qu'on se prend contre Fulham ou d'autres, où Keller est clairement fautif. Je crois que le match contre Fulham, on prend 3 buts. Je crois qu'il y a 2 buts où c'est clairement pour Keller. Bon, c'est la saison passée, on va pas revenir dessus, mais en tout cas, pour cette saison-là, on n'a pas vu beaucoup de matchs de lui. On a vu que un match, je crois, 2 matchs. Mais de ce que j'ai vu, c'est quand même assez encourageant. On va mettre un 6. On verra bien ce qu'il vaudra par la suite. Mais en tout cas, c'est quand même encourageant pour Keller. On va devoir compter sur lui durant, en tout cas, bien 1 mois et demi. Et en plus, ça va être un calendrier très chargé. On va devoir compter sur lui et j'espère qu'il sera en forme pour ces matchs. On va directement passer au prochain joueur. Donc, on va passer au latéral gauche. Donc, on avait Tsimikas et Robertson. On dirait qu'on vient de jouer un match. Non, alors, en globalité, on avait les deux joueurs qui jouaient. Franchement, j'ai été vraiment choqué de Tsimikas. Franchement, Tsimikas, il m'a choqué en bien. Parce que, en fait, la saison passée, c'était quand même un joueur qui avait quand même de la peine à s'imposer et qui avait, il était un peu mi-figue, mi-raisin, quoi, dans le sens où il était ni bon ni mauvais, mais il pétait pas trois pattes à un canard. Au final, si je dois mettre une note sur Tsimikas sur cette saison-là, parce que son début de saison est quand même assez bon, il y a des matchs quand même où il est quand même bon, ce serait un 6-5 également. À peu près comme Alisson, je trouve qu'il a pas fait d'erreur flagrante. C'est juste au niveau du jeu combiné où il a beaucoup de peine, je trouve, à dédoubler aussi des fois. Mais le jeu combiné, il a beaucoup de peine. Tsimikas, des fois, il tente des frappes un peu inutiles. C'est pour ça que je lui mets la note de 6-5. On va parler aussi de Robertson. Robertson qui a beaucoup tourné, on va pas se mentir, il a beaucoup tourné durant ces matchs de début de saison. Donc si maintenant je dois émettre un jugement sur Robertson, le seul bémol que j'ai pour lui, c'est son progrès offensif qui a vraiment chuté. Il était quasiment au même nombre de passes décisives que Arnold. Et là, ça fait un moment qu'on n'a plus eu de passes décisives de Robertson, donc c'est quand même dommage. Mais défensivement, j'ai quasiment rien à dire. C'est vraiment offensivement que je trouve que Robertson pêche quand même pas mal. C'est pour ça que je lui mets aussi une note de 7. Donc c'est quand même une note qui est pas mal pour ce début de saison. Il a pas fait de bavure flagrante. Il a été bon.
Donc pour moi, ça mérite largement un 7. On va passer directement aux défenseurs centraux. Donc on a Van Dijk, Konaté, Quansah. On a aussi Joe Gomez, mais comme je dis que j'en parlais pas, parce qu'il a pas assez joué. Il a vraiment joué, je crois, 3 minutes sur un match. Donc on va pas en parler. En plus, je sais même pas s'il a joué défenseur central. Je crois que oui, mais en coupe. On va passer directement, du coup, aux défenseurs centraux. Donc on avait Van Dijk, Konaté et Quansah qui ont joué durant ce début de saison en Première Ligue, surtout. Donc Van Dijk, taille patron. Pour moi, je pense que c'est le meilleur joueur de cette équipe depuis le début de saison. On parle beaucoup des offensifs, des milieux de terrain de Gravenberch. Et pour moi, c'est Van Dijk, il est autant important que tout cela. C'est un cadre monumental, c'est un joueur impérial, il est trop important, beaucoup trop important, défenseur hyper important pour cette équipe. On a retrouvé un Van Dijk rassurant. La saison passée, on avait quand même un Van Dijk qui était quand même en demi-teinte. Là, on a vraiment quasiment aucune erreur sur les matchs de Van Dijk, donc ça fait vraiment plaisir. Donc si je dois mettre une note sur Van Dijk, en général, moi, ça serait plus sur du 9, parce que pour moi, il est clairement... en fait, j'ai pas de match où je me dis, ok, Van Dijk, il a pas été bon, ou Van Dijk, il a... Non, tous les matchs, Van Dijk a été vraiment, vraiment bon. Son 9 est largement mérité pour lui. J'espère qu'il va continuer à progresser et à encore évoluer dans le bon sens, parce que pour moi, il a encore une petite marge de progression. Malgré son âge, il peut encore atteindre ce niveau de perfection qu'il avait atteint lors de sa première saison, deuxième saison à Liverpool. Donc je suis très confiant, je suis très content aussi de l'avoir. C'est un game changer, ça va nous changer beaucoup de choses dans cette saison, avoir un Van Dijk en forme. Je suis très content. On va passer directement maintenant à Ibrahima Konaté. Konaté, pour moi, c'est vraiment bon. C'est vraiment très très bon aussi début de saison. Il a peut-être un ou deux matchs où il est un peu plus mauvais, mais sinon il est très très bon aussi. Pour moi, ça vaut largement un 8-5. Donc c'est en dessous de Van Dijk forcément, parce qu'il a pas ce leadership qu'a Van Dijk. Mais voilà, passeur, buteur aussi, Konaté, alors que c'est un défenseur central, des performances qu'il avait jamais réalisées auparavant. Donc je pense que c'est enfin sa saison référence pour lui à Liverpool. Donc ça fait plaisir. 1,85 pour notre ami Konaté. On va parler aussi de Quansah, qui avait joué le premier match de la saison où ça avait pas été bon, très clairement. Je crois, ou le deuxième dans le premier match de la saison où ça avait pas été bon, clairement. Quansah a été un peu passé à côté de son match. Après, on l'a plus vraiment revu. Je pense que son premier match, il a tellement fait d'erreurs il se faisait toujours avoir sur les appels en profondeur des joueurs adverses. Là où Konaté, sur les appuis, il est très rapide. Quansah, il est un peu plus lent. Pour moi, Quansah, il mérite une note. Malheureusement, ça sera en dessous de la moyenne. Ce sera un 4-5. Je suis peut-être un peu dur avec Quansah, mais on n'a pas beaucoup vu de match de lui. Le peu qu'on a vu, c'est pas incroyable. Alors en coupe, ça a été très bon. On va pas se mentir. Mais voilà, on a qu'à voir l'équipe de West Ham qu'on a affrontée. Elle a pris l'eau quand même assez rapidement, et je pense pas que ça soit le meilleur match pour juger un joueur à ce moment-là. Même si c'était un match important, hein, c'est quand même un match important, relatif. C'était quand même un match à jouer, un match à se gagner, c'est sûr. Mais c'était pas le match le plus décisif du monde non plus. Du coup, c'est pour ça que pour moi, on va pas se baser sur cette performance-là. Mais en général, c'était pas très très bon de Quansah depuis qu'il a commencé cette saison. Donc je pense qu'il est vraiment bon pour la rotation. Si maintenant on joue contre une équipe en Ligue des Champions, par exemple, qui est assez faible, là il pourra jouer et en tirer quelque chose. Mais là, pour le moment, je pense pas qu'on puisse vraiment avoir confiance en lui sur un défenseur cadre. Ça, c'est clair que non. Donc c'est pour ça que je lui mets une note un peu en dessous de la moyenne, parce que le peu qu'il a montré, malheureusement, ça n'a pas été très bon avec Liverpool, surtout en championnat. On va passer directement aux latéral droite, pardon. Donc latéral droite, ça sera Alexander-Arnold et Bradley. Donc Arnold, il a été aussi très bon durant ce début de saison. Pas autant de passes décisives qu'il aurait pu faire, parce que franchement, si on compte le nombre d'occasions que les joueurs de Liverpool, l'attaque de Liverpool a loupé, je pense qu'Arnold, il s'en tire facilement avec le meilleur passeur. Donc c'est un peu dommage. Mais sinon, il fait une très bonne saison, très pertinent. Il fait du Arnold en mieux. Parce qu'il faut quand même dire que défensivement, il s'est vraiment bien amélioré, Arnold. Après, c'est pas le joueur le plus flamboyant de cette équipe alors même si c'est un joueur qui reste toujours constant, c'est pas le joueur le plus flamboyant non plus. Donc pour moi, sa note sera une note de 7. Donc c'est une note qui est quand même assez bonne aussi, mais ça reste quand même un petit peu en dessous de certains joueurs comme Van Dijk ou Konaté, où je trouve que eux, pour le coup, sortent vraiment du lot au niveau de la défense. On va parler aussi de Bradley. Pas beaucoup joué. Après, on connaît bien le joueur. Il est capable de beaucoup de choses, il est capable de dépanner quand même sur ce côté droit. Donc pour moi, ça sera une note de 6. On l'a pas vu beaucoup jouer, mais le peu qu'on l'a vu, c'est quand même assez pertinent. Et surtout, on connaît ses talents à Bradley, et il va sur une continuité sur cette saison. Donc pour moi, ça vaut un 6, c'est au-dessus de la moyenne, franchement, très bien, de Bradley. On va passer directement au milieu de terrain. Généralement, on a McAllister, Gravenberch et puis Szoboszlai. On va commencer par eux, après je vais passer directement sur les rotations. Il y a aussi Elliott que je vais pas pouvoir parler, et ça je l'ai pas dit, mais Elliott, ça va être mort aussi parce qu'il a pas joué depuis le début de saison, c'est tout simplement. Donc on va directement parler de Gravenberch. Donc Gravenberch, pour moi, c'est taille patron aussi.
c'est du Van Dijk un peu hein, sur ce début de saison. Ce serait pas mal qu'à chaque poste, on ait un joueur leader dans son secteur de jeu. Ce qu'on a, c'est déjà très très bien. Après, je trouve qu'en attaque, c'est un peu plus compliqué. Là, en milieu de terrain, on a vraiment un leader sur ce début de saison. C'est clairement Gravenberch. En défense, c'est clairement Van Dijk. Et puis en attaque, malheureusement, on l'a pas forcément. Mais on va parler de Gravenberch. Pour moi, Gravenberch, il fait un excellent début de saison. Je pense qu'on est unanime là-dessus. Pour moi, Gravenberch, c'est le meilleur joueur de Liverpool. Tout simplement, depuis ce début de saison. Il a que des notes de match 7-5 tout le temps, 7-5. Il n'y a pas une note en dessous. Pour moi, c'est incroyable. Franchement, qui l'attendait à ce niveau-là? Encore une fois, personne. Comme je disais dans le début de saison, dans mes premiers débriefs, c'est fou de voir un Gravenberch autant pertinent. Donc, franchement, je m'attendais pas à ça. Pour 30 millions d'euros, c'est donné. Donc pour moi, c'est du 9-5 pour Gravenberch. Pas du 10, parce qu'il manque certaines passes décisives, certains buts qu'il aurait peut-être pu faire, peut-être pu mettre. Mais un 9-5, c'est quand même au-dessus de Van Dijk pour moi dans ce début de saison au niveau de ce qu'il propose dans le jeu. On va parler directement de Mac Allister. Donc Mac Allister, toujours constant, toujours voilà, à flux constant, voilà, tout simplement. Il y a rien à signaler. Malgré qu'on attend des grosses menaces et des passes D de sa part, mais sinon, il y a rien à déclarer. Franchement, il y a rien à signaler. C'est parfait. C'est ce qu'on demande de Mac Allister, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas non plus de match référence. C'est des bons matchs en général, c'est ce qu'on lui demande. Pour moi, c'est un très très bon 7-5 de Mac Allister depuis le début de saison. Très bon dans ce qu'il propose, box to box, comme on connaît, comme on l'aime. Donc pour moi, c'est très très bien. J'espère qu'il va un petit peu hausser son niveau de jeu. Après, avec la trêve, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on sait comment on retrouve nos Sud-Américains. J'en ai parlé déjà sur une vidéo. Donc, j'espère juste qu'il reviendra en forme. Et je crois qu'il est d'ailleurs un peu blessé. Mais sinon, de ce qu'il a proposé depuis le début de saison, c'est un 7-5 très mérité. On va parler également de Szoboszlai. Alors lui, il déçoit un peu. Vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, lui, il déçoit un peu. Dans le sens où moi, je m'attendais à beaucoup plus quand j'ai vu le premier match de Szoboszlai, voire le deuxième, voire le troisième. J'ai trouvé qu'il était incroyable. Et après, voilà, encore une fois, comme dans la lignée de la saison passée, il fait des magnifiques matchs au début et après, je sais pas, il s'éteint un petit peu. Je sais pas, il a moins ce truc où il prend le mauvais choix à chaque fois. Bon, j'en ai parlé plein de fois dans mes débriefs, mais il fait toujours le mauvais choix, il frappe pas au bon moment, il passe pas au bon moment. C'est toujours compliqué de trouver ses coéquipiers dans les bons espaces, dans les bons périmètres de terrain. Donc, pour moi, Szoboszlai, ça va être un 6-5. Voilà, pour moi, c'est quand même au-dessus des autres. C'est quand même en dessous des autres. Szoboszlai, en général, c'est assez décevant. Je pense que c'est un des joueurs qui me déçoit le plus dans ce début de saison, personnellement. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez, mais très clairement, j'attends beaucoup plus de Szoboszlai dans ce début de saison et dans cette équipe de Liverpool. Donc, j'espère vraiment qu'il va hausser son niveau de jeu après la trêve internationale. On va passer maintenant aux joueurs qui tournent pas mal. Curtis Jones, Wataru Endo, notamment. Donc, Wataru Endo, on l'a très peu vu. On l'a très peu vu par rapport à la saison passée où il était quasiment titulaire quasiment à tous les matchs. Là, on l'a très très peu vu. Wataru Endo, bah voilà, il a pas fait d'erreur. Hein. Pour moi, il mérite son 5. Il mérite son 5. C'est juste dû au fait qu'il s'est pas encore assez imposé dans cette équipe pour pouvoir dire, ok, je peux jouer plus de temps, je peux jouer plus de minutes, je suis pertinent. Mais il a pas fait d'erreur fondamentale. Pour moi, il a quand même la moyenne. Wataru Endo, on peut pas en tirer grand chose pour le moment. On connaît quand même le joueur, mais on attend quand même un peu plus de sa part. Maintenant, Curtis Jones. Donc Curtis Jones, pour moi, franchement, il fait un bon début de saison. Il fait un bon début de saison, très habile avec le ballon. Le problème, c'est que il lâche pas sa balle. Il lâche pas sa balle. Des fois, il peut lâcher, il la lâche pas, il veut la garder tout le temps. On dirait qu'il a la glu sur le pied, il veut pas la lâcher. Et ça, c'est un peu un problème avec Curtis Jones. Par contre, pour le mouvement de corps, pour la conservation du ballon, c'est très puissant, c'est très important, c'est très fort. Mais au niveau du jeu avec ses coéquipiers, ça reste quand même compliqué. Donc pour moi, c'est quand même un 6. Ça reste quand même un peu au-dessus de la moyenne parce qu'il propose quand même de belles choses. Mais dans la globalité, on attend quand même de l'amélioration de la part de Curtis Jones. On va passer directement à l'attaque. Donc Luis Diaz qui joue au côté gauche. Là, on a pas mal de tournus. Gakpo a autant joué, je pense, qu'un Nunez, par exemple, ou peut-être un peu moins qu'un Luis Diaz, quoique ça se voit avec Gakpo. Luis Diaz, pour moi, c'est le leader de ce côté gauche. Pas de l'attaque, mais du côté gauche, parce que quand même, le leader d'attaque, on va revenir après, ça reste quand même le joueur incontesté, même s'il peut faire mieux. Mais pour Luis Diaz, franchement, je m'attendais pas à un tel niveau de sa part, surtout qu'on ça fait un petit moment qu'on l'a dans cette équipe, Luis Diaz, et qu'on attend vraiment une saison à double 10 ou à 15-10 ou n'importe quoi. Enfin, une saison qui, voilà, qu'on se dit, waouh, Luis Diaz, il s'est réveillé. À chaque fois, on a des saisons où on se dit, ah, il est très fort, Luis Diaz, il est très fort, ouais, il est très fort, mais il n'y a pas de but, il n'y a pas de passe. Là, en ce moment, il y a des buts, il y a des passes, enfin, surtout des buts, parce que des passes, pas tellement. Je suis très content de voir Luis Diaz à ce niveau-là, parce qu'on avait besoin d'un ailier gauche vraiment de ce calibre. Il est capable. Et franchement, avec la Colombie, on le voit, il est très, très fort. Pour moi, c'était un joueur que je ne comprenais pas comment il pouvait être autant fort avec sa sélection et autant en demi-teinte avec Liverpool.
là, actuellement, il commence justement à relever cette tête, à relever la tête, à relever ce niveau, à hausser ce niveau de jeu qu'on attendait depuis longtemps. Donc pour moi, Luis Diaz, depuis ce début de saison, c'est quand même un très bon 8. Il mérite cette note amplement parce que c'est pendant un petit moment, pendant en tout cas les premiers matchs, c'était vraiment lui qui était le leader d'attaque. Après, ça a un petit peu tourné. Après, il y a eu des matchs un peu plus compliqués aussi, où moins de buts, moins de réussite. Mais en général, un 8 très mérité pour Luis Diaz. Maintenant, Gakpo. Donc Gakpo qui il m'a étonnamment surpris en bien. Parce que, franchement, il fait sa place. Quand il gratte ses minutes, il les gratte, il fait pas semblant. Quand il est titulaire, il fait pas semblant. Match de Ligue des Champions, pas match de Ligue des Champions, il fait pas semblant. Il est présent. Match de coupe, doublé. Il est toujours présent, Gakpo, dans tous les matchs. Donc pour moi, Gakpo, c'est également un 8. Je le mets au même titre que Luis Diaz. Alors peut-être qu'il est moins flamboyant dans le jeu, dans le balle au pied, il est moins soyeux sur certains aspects, mais il est tout autant important. Gakpo, faut pas oublier que Gakpo il est quand même très important dans cette équipe. Alors je vais pas dire qu'il est autant important qu'un Luis Diaz balle au pied, mais par rapport à ses passes, il est capable de tirer de n'importe où Gakpo. Donc pour moi, c'est une arme secrète. Peut-être que beaucoup seront pas d'accord que je mette Gakpo au même titre que Luis Diaz, mais pour moi, il le mérite amplement. Il le mérite amplement. On n'attend pas que des buts, pas que des passes D d'un joueur, mais quand il est là, Gakpo, depuis ce début de saison, il fait pas semblant. Donc pour moi, ça vaut autant qu'un Luis Diaz, où j'ai l'impression que Luis Diaz, il croque un peu des fois. Gakpo, beaucoup moins. Quand il peut faire la passe, il l'a fait. Quand il tire au bon moment, il le fait. C'est très bon. Même titre que Luis Diaz. Alors, si maintenant je dois choisir un titulaire, ça sera Luis Diaz. Mais dans ce que Gakpo propose, dans son état d'esprit, c'est surtout ça que je vais mettre en avant. Eh ben, pour moi, ça vaut autant qu'un Luis Diaz, donc un 8 pour Gakpo. On va passer un peu maintenant au 9, attaquant de pointe. Donc, on avait Jota qui fait un début de saison que je ne comprends pas. Il n'est pas très pertinent dans le jeu. Par contre, il est là pour finir. Il y a plein de matchs où il a été là pour finir, où il a été important. Donc après, dans ses déplacements, il est quand même important, Jota aussi. Il attire un petit peu les attaquants vers lui parce qu'il est capable d'être un attaquant assez avancé. Il est capable d'être un attaquant un petit peu qui assiste au jeu, donc un peu un faux neuf. Donc pour moi, très clairement, Jota, il est très bon dans ce début de saison. Pour moi, toute l'attaque de Liverpool se vaut un peu. Donc, je vais quand même mettre un 7-5 pour Jota parce que pour moi, il peut encore faire mieux. Surtout avec le jeu avec ses coéquipiers. On voit qu'il a quasiment pas de passe D. Donc pour moi, il peut faire beaucoup mieux et surtout que c'est pas le joueur qu'on retient le plus dans les matchs importants, entre guillemets, parce qu'on n'a pas joué encore de matchs vraiment hyper importants, mais il a pas vraiment été là contre United, contre Bologne, contre ce genre d'équipe. Donc, contre Milan notamment. Donc, pour moi, il manque un peu d'énergie, il manque un peu de finition, il manque un peu de roublardise, si je puis dire, Jota, pour vraiment monter un peu plus, dans cette hiérarchie, même si je préfère 1000 fois un Jota qu'un Darwin Núñez, on va pas se mentir, on va en parler tout de suite. Donc juste pour finir sur Jota, pour moi Jota, donc c'est un 7-5 mérité aussi pour lui. On va parler directement du coup de Darwin Núñez. Pour moi, Darwin Núñez, c'est clairement le joueur le plus en dessous en attaque. Même un Chiesa qui a pas beaucoup joué, j'ai l'impression qu'il a un peu plus proposé que Darwin Núñez. Bon là, je deviens un peu de mauvaise foi, mais pour moi Darwin Núñez, ok, c'est un but, un beau but. Sinon dans le reste du temps, c'est très mauvais en général. Alors il y en a qui me diront que oui, il fait des appels, il fatigue les défenses. Bon, faut arrêter avec ça, les gars, un petit peu, parce que oui, il le fait, d'accord, mais comme tous les attaquants, je veux dire, Jota, il fatigue les défenses aussi. Vous mettez n'importe qui à ce poste-là, il va fatiguer les défenses. Au bout d'un moment, c'est pas ce qu'on lui demande non plus. On lui demande de fatiguer les défenses, mais on lui demande aussi de concrétiser. Pour moi, Núñez, je pense que ça va être la note la plus en dessous parce que j'attendais beaucoup plus de Núñez. Je pense que tout le monde, on s'est dit, ça va être sa saison, etc. Je pense qu'on n'a toujours pas vu la saison de Núñez et je pense pas qu'on la verra à Liverpool, malheureusement. Donc pour moi, ça va être un 4 pour Núñez. Donc ça va être quand même bien en dessous. J'espère juste qu'il va se réveiller un peu parce qu'on a besoin quand même il a du talent, Darwin Núñez. Il a du talent. On va pas se mentir. Il est chaud, il est fort, il est tout ce que tu veux. Mais pour moi, il manque encore ce côté, voilà. Pour moi, pour tout le monde, il manque de finition, il manque de tranchant, il manque de mordant dans la dernière surface, dans le dernier tiers du terrain. Donc pour moi, clairement, il faut encore hausser son niveau de jeu pour Darwin Núñez. C'est pour ça que je lui mets un 4 sur 10 pour ce bilan d'avant-trêve. On va passer directement à l'ailier droite. Donc, comme j'ai dit, Chiesa, je vais pas en parler parce que, voilà, Chiesa, il y a pas grand-chose à dire. Et surtout que c'est Salah qui a pas arrêté de jouer depuis le début de saison. Là, encore avec l'Égypte, ça s'arrête pas. Il arrête pas de jouer. Je pense qu'on va avoir bientôt un Salah émoussé, un Salah blessé. Ça m'étonnerait pas. J'espère pas. Mais en tout cas, ça sent pas très bon parce qu'il tourne pas assez. Salah, malheureusement, Chiesa a aussi blessé, mais il aurait pu quand même faire gratter des minutes à Chiesa, mais je pense que physiquement Chiesa c'était compliqué. Salah, pour moi, c'est quand même le leader d'attaque. Ça reste le leader d'attaque. Donc il a fait
beaucoup de passes décisives aussi, ça se voit avec les buts. Donc c'est pas qu'il marque, fait que de marquer, comme par exemple un Diaz où il marque, certes il a 6 goals, Première Ligue, mais en passe décisive c'est maigre, tandis que Salah il a 5 buts, mais il a je crois autant de passes D, donc fait marquer beaucoup Salah aussi, il fait beaucoup marquer son équipe. Donc pour moi c'est le leader de cette attaque, pardon. Ça va être un 8-5 pour Salah. Pour moi il se démarque un peu de tout le reste, hein, même si pour moi ça reste moins épatant qu'un Luis Diaz, mais Salah il lui suffit de 2-3 ballons pour faire la différence. Donc pour moi j'espère juste qu'il sera pas blessé, qu'on aura un gros Salah durant ce mois qui arrive là, parce que ça va être je pense le mois le plus chargé que j'ai jamais vu. On en reparlera quand même de ce calendrier parce que c'est quand même une dinguerie. J'espère juste que Salah va rester sur cette dynamique, peut-être même hausser un peu plus le niveau de jeu, parce que je trouve que la dynamique commence un petit peu à redescendre, même si on n'a pas encore joué les gros matchs, et c'est souvent là qu'on voit un Salah en forme. Donc j'espère vraiment qu'il sera là à ce moment-là. Donc un 8-5 bien mérité pour notre Egyptian King. Donc voilà les amis, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire également ce que vous avez pensé des joueurs de Liverpool jusqu'à maintenant. Ça m'intéresse beaucoup parce que des fois on n'a peut-être pas le même œil sur certains joueurs. Donc ça m'intéresserait beaucoup de savoir le vôtre. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Je commence à être de plus en plus actif sur les réseaux. Nous, on se retrouve très prochainement pour parler encore de Liverpool. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...